Welcome to this new session, que nós estamos to this training agora that we're imparting from VCA. If you need translation or interpretation, remember that you can always access the channels of interpretation so then you can hear today's session. Giving you a warm welcome. My name is Paz Gonzalez. I belong to the organization Avina. And we are one of the members that belong to VCA. And as I just reminded each one of you, we do have interpretation in Portuguese, French, Spanish, and Bahasa. Please make sure that your name appears together with your organization's name in the label so we can get to know you better. And please remember that you can also write your questions in the section of questions and answers. And you can actually write them down in your own language as you please. You can also write your comments, your impressions in the chat because we will be reading it. And you can also raise your electronic hand in the section of questions and answers. As we have reminded you, this training is mainly focused on those who are allies, and it's directed to those who are part of VCA. And I just would like to remind you that the learning and outcomes that you will be having from this process, we will be sharing them at COP29. And that is thanks to the participation of the different organizations that are part of our alliance. I really hope that you find this session useful, and we thank our colleagues, Marina, who belongs to Interface, so that everybody who participates in the COP29 or COP30 or 31 can be better trained in a very practical way and to make our participation more effective, and that you can enhance your own priorities at those meetings. So I will give the floor now to Marina Naves to start the session of today. Hi, good morning, good afternoon, everyone, depending on where you are. I'd like to thank the VCA Alliance for inviting us to deliver this training. For me, it's a privilege to be here in this room full of advocates and activists. So I will share my presentation so we can start the third workshop of the Global Climate Advocacy Training, which is about the art of advocacy. So I'll share it just a second. So I need someone to stop sharing the screen so I can share. Yeah, thank you. So can you see my screen now? Yes. So today we are going to talk about types and modalities of lobby and advocacy, challenges and opportunities related to international advocacy, negotiating change, so some tips about negotiation, some techniques, and we'll start looking at an advocacy practical guide with 7 steps, and we'll continue next Tuesday. Okay, so this is what we have, a summary of today's workshop. So today we have myself and Gustavo here. Gustavo, would you like to introduce yourself?
Yeah, sure, Marina, thank you. Hi, everyone. Good morning, good afternoon. My name is Gustavo Diniz. I'm speaking from São Paulo, Brazil. I'm a partner of Interface Advocacy. I'm an expert in public affairs and government relations. I'll be providing support throughout this remaining 2 sessions of this workshop on global climate advocacy. And it's a privilege to be here with you all today. And I wish you all a great session. Thank you, Marina. Thank you, Gustavo. So everyone, Gustavo and I have been working with lobby and advocacy for the past 15 years or more. So we have really shared in these 2 sessions, we try to share almost everything we learned in our careers. So there will be a lot of our best practices, what we learned on the field, the do's and don'ts. We'll try to bring a lot of very practical tips for you guys to have a very strong, solid advocacy plan for COP29 and COP30. So feel free to interrupt us and make questions. You can also leave your questions on the Q&A box, and Gustavo will help guide me through the questions because now I cannot see your faces, but he'll be there to support me to go through the questions. And we will also have some slides on these presentations to make some stops for questions, but feel free to interrupt if you need. Okay, so there is a bonus opportunity on this training. So we'll talk more about this on the next session. On the 4th workshop, we'll leave you with an advocacy plan template. So it's a template so that you can fill in and have a very strong and solid advocacy plan for your participation at COP29 and COP30. So this will be a bonus opportunity for up to 10 organizations. So I'll invite Paz to talk a little bit about the eligibility criteria to receive this 1-hour mentoring session. This is the bonus opportunity, having this 1-hour mentoring session to discuss your advocacy plan with us from Interface Advocacy. Paz, could you please go through the eligibility criteria? Well, as Marina was saying, this is an opportunity that you can have, and we are truly hoping that you can make use of it. And the idea of this session is that you can have an orientation on how to write your advocacy plan. And we would really like you to share with us your template, your advocacy plan template. And that you can share it while we're still doing the training or just before the next training, so then we can give you more guidelines, because we would like to choose 10 organizations who can have this extra 1-hour session. We are going to prioritize those members who are already part of VCA. And we're going to choose among those who have already shared with us their template in their preferred language, because the idea is that you can have these mentoring sessions in your own language, because these are the languages that the experts speak. We also recommend to you to participate in the 2 sessions we have, the one of today and the next one we are having. So then you can have as much information as you can, and especially to make use of the template we will be using and sharing with you. We will also be giving priority to those groups who will be working among minority groups and those who are in a situation of vulnerability, like indigenous peoples groups, marginalized people, like, for instance, those that recycle. We don't want to sound excluding, but we need to make priority in who we can choose. So these are the guidelines for us to choose those people who will be participating in this extra session.
So and this will help us to know how to choose, because we don't know how many templates we will be receiving and applying for this opportunity. Thank you, Marina. Am I in the right channel? Can someone just let me know if I'm being translated? Alors, juste un récapitulatif. La prochaine session que nous aurons, c'est le modèle de plaidoyer pour que vous puissiez remplir l'information que nous allons vous donner aujourd'hui et les deux prochaines sessions de plaidoyer. Nous partageons. Alors, la prochaine session, nous avons le modèle que vous pouvez remplir et vous pouvez aussi choisir. Je suis dans l'opportunité, dans les organisations, nous allons parler beaucoup plus mardi prochain. Alors, nous allons nous réchauffer un peu d'humour. Et nous avons ici pour vérifier comment est-ce que vous êtes préparé et comment vous pensez que l'organisation est préparée pour faire le plaidoyer dans la COP qui vient. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'aller sur ce site. Vous pouvez utiliser le code QR ou le lien sur le chat. Vous pouvez voir, nous pouvons voir comment est-ce que vous pensez l'organisation marche concernant le plan pour la COP. Et évidemment, bien sûr, si nous croyons que tout marche bien, vous allez les soutenir pour avancer sur l'agenda, la plaidoyer de la COP. Je vais demander à Gustave Bon de partager son écran pour que nous puissions voir cette baromètre, pour voir comment est-ce que vous avancez, comment est la préparation à la COP. Et comme je disais, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais je crois que ceci, c'est pour nous aider dans ce parcours de se préparer dans l'organisation de la COP. Alors, il y en a qui croient qu'ils ne sont pas préparés du tout. Et nous espérons bien sûr qu'après ces sessions, vous pouvez vous préparer beaucoup plus pour la COP. Il y en a qui disent que non, mais c'est quoi le plaidoyer? Nous allons en parler. Alors, nous avons beaucoup de concepts concernant le plaidoyer. Vous pouvez sortir de cette session sachant exactement c'est quoi le plaidoyer et vous serez beaucoup plus préparé à commencer. Et il y en a qui pensent que non, ils ne sont pas très bien préparés. Il y en a qui sont plus ou moins préparés, mais je crois qu'ils ont peut-être l'opportunité de préparer un peu plus. 11% croient qu'il y a quelque chose en place. Et jusque-là, il n'y a personne qui croit être bien, très préparé, mais je crois que ils ont plus ou moins une petite préparation. Alors, nous avons là le diagnostic où se trouvent les gens dans ce euh, atelier. Nous allons savoir exactement comment avoir le plan de plaidoyer. C'est ce que nous allons faire dans cette session. Alors, ces deux sessions ont été préparées pour cela. Merci beaucoup, Gustave, d'avoir partagé. Nous allons ajouter ceci dans les présentations une fois que nous vous envoyons pour que vous puissiez avoir tout ceci en place. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé, de nous avoir apporté votre retour d'information concernant ce baromètre. Alors, nous allons commencer le contenu du jour qui parle de modalité de lobbying et le plaidoyer. Alors, il n'y a pas une définition de ce qui est le plaidoyer. Ceci peut causer la confusion de fois. Il est difficile de savoir exactement ce que le plaidoyer veut dire. Et partiellement, cette confusion vient du fait que la plupart des pays n'ont pas de réglementation en place pour le lobbying et les activités de plaidoyer. Par exemple, je suis au Brésil, nous n'avons pas encore d'une certaine réglementation, mais je crois qu'à l'Afrique latine, le Chili et la référence des réglementations de lobbying. Et le Mexique aussi a une sorte de réglementation, mais les autres pays n'en ont pas.
Je sais qu'en Asie, le Corée du Sud, Taïwan, ils ont des plaidoyers en place, mais la plupart des pays n'ont pas. Les États-Unis ont une réglementation depuis, mais le seul pays qui a une réglementation, je crois que de 8 ans. Il y a des pays européens, l'Australie aussi a une réglementation des lobbying, mais la plupart des pays n'ont pas ceci. C'est la raison pour laquelle il y a un manque de clarté. Et dans cette session, nous allons parler de ce concept, essayer d'apporter une certaine clarté. Alors, dans des termes généraux, nous allons réfléchir sur les définitions de plaidoyer pour essayer, bien sûr, d'apporter une lumière dans ce concept qui peut être un peu vague. Alors, le premier concept que nous avons ici, le plaidoyer, c'est réfère à la gamme des actions entreprises pour influencer les prises de décision et, bien sûr, apporter un changement de politique. Les actions peuvent apporter à la consommation désirée d'une politique. L'autre définition est que le plaidoyer va au-delà, c'est seulement le changement de politique, inclut le changement des comportements et des pratiques et aussi le soutien public. Et aussi, l'autre définition est que le plaidoyer, ce n'est pas bien sûr les résultats, mais le parcours, parce que ça peut impliquer que ces choses qui ont à faire avec la pollution et aussi les médias et les activités, ceci par la conceptualisation des tâches complexes. Alors ça, ce sont des définitions que nous avons vis-à-vis le plaidoyer et après cela, vous allez trouver d'autres références. Et ici, ça, ce sont d'autres exemples que vous pouvez voir quand nous envoyons ces présentations. Alors, nous avons apporté des définitions de la Fondation Open Society, Taxco et aussi qui est de l'Union européenne et l'UNICEF. Alors, chaque organisation apporte sa propre définition sur le plaidoyer, mais souvent ça a à faire avec influencer les changements et les politiques ou pour le public. Alors, vous pouvez peut-être vous poser la question, quelle est la différence entre le plaidoyer, le lobbying et l'activisme? Nous nous posons la question de savoir est-ce que c'est la même chose, quelle est la différence? Alors, une possibilité de catégoriser ces trois activités dans certaines régions et ils sont différenciés par l'intérêt qu'ils défendent. Alors, il y en a qui peuvent le considérer que ce sont les mêmes activités, mais dépendamment de la nature de l'intérêt qu'ils défendent, ils peuvent être considérés l'activisme, le lobbying ou le plaidoyer. Alors, quand vous parlez de l'intérêt public, quelqu'un ou une organisation qui défend quelque chose, alors c'est à l'intérêt de toute la société, un intérêt public, ils peuvent considérer ceci comme un activisme ou le plaidoyer. Et quand quelqu'un ou une organisation est en train de défendre un intérêt privé, comme une entreprise ou un groupe d'entreprises, cela peut être considéré comme le lobbying. Alors ça, c'est une manière de différencier ces trois activités. Il y en a qui voient la nature. Nous devons considérer la nature de l'intérêt que ces activités seront en train de défendre. Et l'autre possibilité de différencier ces catégories, différencier le plaidoyer, du lobbying, de l'activisme, est considérer les stratégies ou les outils qu'ils utilisent associés avec ces termes. À cet effet, nous pouvons comprendre que le lobbying ne se focalise pas seulement sur les négociations et les dialogues. Alors ça, ce sont des processus directement pour les décideurs, pas nécessairement qui doivent être publics. Alors, dans ceci, ce sont ici des catégories qui différencient le plaidoyer, le lobbying, l'activisme par les stratégies utilisées. Quand nous parlons de lobbying, nous sommes en train de référer à l'engagement direct aux prises de décideurs, des décideurs. Alors, l'activisme, nous parlons d'une action publique qui cherche à attirer l'attention de la société et aussi les décideurs utilisent les confrontations des idées et les conflits comme stratégie pour des disputes politiques. Alors, dans l'activisme, nous parlons de la sensibilisation, nous rassurer que l'on comprenne, il y a une dispute, il y a le conflit et que nous avons besoin d'avoir ce clash d'idées.
et la confrontation est souvent associée avec l'activisme en tant que activité. Alors, le plaidoyer, ça peut être le terme le plus compréhensible parce que ceci encompasse les stratégies de lobbying et aussi le plaidoyer. Alors, ceci est en relation à l'intérêt public et à quelques occasions, peut aussi être en relation avec le privé. Alors, dans cet atelier, nous allons utiliser le terme plaidoyer parce que c'est un peu élargi et ceci et comprend beaucoup de stratégies et des outils. Alors, pour le moment, à partir de maintenant, nous allons utiliser le terme plaidoyer parce que c'est beaucoup plus compréhensif. Alors, en termes de stratégie, quand nous parlons des changements de politique, des questions. Nous pouvons aller à des moments où il y a des disputes ou des domaines où il y a des disputes intensives ou des domaines où il y a la possibilité de dialogue. Et entre-temps, nous avons une gamme de différentes stratégies que nous pouvons adopter. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de ces stratégies différentes parce qu'ils font tous partie de ces domaines d'influencer les politiques publiques. Parce que nous parlons ici beaucoup plus sur l'environnement COP. Nous allons parler aussi un peu plus des stratégies en relation avec le lobbying, le plaidoyer. Alors, juste pour commencer, exercer un peu notre vocabulaire sur les tactiques de plaidoyer, nous avons différents blocs d'activités, des stratégies, des outils en relation avec le plaidoyer. Le premier qui serait beaucoup plus proche des lobbying, ça fait les rangements directs. Alors, quand nous sommes en train de planifier un plan de plaidoyer, nous pouvons inclure des stratégies et des outils. Nous allons parler de tout cela d'ici la fin de cet atelier dans les prochaines sessions. Nous pouvons inclure des stratégies ou des outils comme des réunions directes avec les décideurs, la participation dans les événements, envoyer des lettres et des emails, préparer des réunions formelles, envoyer des résultats des recherches et les documents de politique, publier les documents. Ça peut être comme un blog des actions stratégiques en relation avec l'engagement direct dans le domaine de plaidoyer. Alors, l'autre bloc d'activités sont beaucoup plus en relation avec la communication, préparer les interviews, les conférences de presse, choses comme l'OPEX, faire des sensibilisations sur les réseaux sociaux, préparer des lettres publiques, des documents sur les positions, payer les publicités dans les réseaux sociaux, faire des rencontres, des campagnes. Ça peut être aussi l'autre zone ou domaine d'activité pour le plaidoyer. Les manifestations politiques, c'est comme un autre bloc d'activité qui peut aussi être beaucoup plus proche à l'activisme ou des questions d'activisme, organiser des marches, des démonstrations, faire des processus du tribunal, envoyer des lettres, organiser les sittings, faire des assemblées publiques, des réunions. Alors ça, c'est un autre bloc d'activité en relation avec le plaidoyer. Les capacités institutionnelles, c'est un autre domaine d'activité. Ici, nous parlons de développer des coalitions ou des partenariats, faire des renforcements des capacités, des programmes comme ce que nous avons maintenant. Euh, je crois que nous avons perdu Marina, ou c'est juste moi. Oui, je crois que nous l'avons perdu. Nous allons attendre un peu. Nous excusions tous pour l'inconvénient. Je crois qu'elle a juste un petit souci d'Internet, mais nous allons la revoir dans quelques instants. En attendant, si vous voulez, vous pouvez partager vos commentaires, des questions dans le chat. C'est Slavio, c'est ça? Vous voulez dire quelque chose? Bonjour, vous voulez dire quelque chose, Slavio? Slavio, est-ce que vous avez une question?
Oui, je vais parler en portugais. Est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y. J'aimerais savoir, nous sommes dans une société où c'est très difficile de reprendre le droit à cause de manque de connaissances. Et j'espère que vous m'avez bien suivi. Alors, dans chaque société où il y a le manque de connaissances sur les changements climatiques, comment est-ce que nous pouvons et alors réaliser quelque chose pour rassembler tout le monde à faire des campagnes de sensibilisation dans la communauté, d'autant plus que nous sommes très loin où la communauté n'a pas les fondamentales. Et ils sont en train, bien sûr, de vivre. Ils vivent au jour. Et la nature autour d'eux change. Ce qu'ils mangent, comment est-ce que nous pouvons les sensibiliser? Que je m'excuse, j'avais perdu la connexion, mais je fais. Entre-temps, là, je est en train de partager avec nous, euh, Marina, s'il vous plaît. En fait, j'étais en train d'essayer de dire à Marina, et de Mozambique, je crois. Il parlait de comment, quand vous parlez dans la région avec des ressources limitées, comment est-ce que vous pouvez promouvoir l'impact de l'agenda climatique? Je crois que vous allez en parler dans votre présentation. Mais si vous avez quelque chose à dire à ce niveau, sentez-vous libre. Merci Lava pour votre commentaire. Nous allons en parler dans la prochaine session. Nous allons parler de le plaidoyer dans la portée mondiale. Et merci beaucoup pour votre commentaire. Je vais parler de tout ceci dans quelques instants. Et si je peux avancer, quand je vais en parler, je vais probablement vous répondre. Mais nous allons en parler dans quelques minutes. Je m'excuse à tout le monde parce que j'ai perdu la connexion, mais je vais encore essayer une fois de plus de partager mon écran. J'ai été en train de montrer les tactiques de plaidoyer. Gustave, est-ce que vous pouvez euh, m'aider? Euh, je crois que je vais faire un peu récapitulatif. S'il vous plaît, donnez-moi l'opportunité ou le droit de partager mon écran. Merci. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut me donner l'option parce que j'ai perdu. Donnez-moi une minute, je vais vous trouver ici. Voilà. Si nous parlions de la capacité institutionnelle, laissez-moi voir si je suis sûr. La chaîne qu'il faut. Alors, dans ce bloc, nous parlons ici des l'institution selon la... Voices for Just Climate Action is a coalition. It unites people from different parts of the world. So this is one strategy. When Lavio asks, how can I empower and enhance my advocacy capacity when I'm in a place
that is isolated, that doesn't have so much internet. Si je suis dans un endroit isolé, peut-être j'ai Internet qui n'a pas la capacité, une manière de renforcer le plaidoyer. Donc, alors, il faut bâtir un partenariat, c'est ce que j'appelle une capacité institutionnelle. C'est soutenir les partenaires qui sont peut-être dans des endroits isolés ou qui ne peuvent pas atteindre tous les événements. Alors, nous organisons au fait des plaidoyers avec raison. Alors, une autre question en rapport avec les capacités à organiser ces formations, comme la formation que nous avons maintenant, ça autonomise tout un réseau de défenseurs ou d'avocats. La collecte de fonds pour les ressources, donc c'est pour le plaidoyer de mobilisation, avoir l'analyse des politiques publiques de différents endroits, organiser des réunions et des activités. Alors, toutes ces choses sont des actions potentielles en rapport avec le plaidoyer, en rapport avec les capacités institutionnelles. Donc, c'est élever un peu le profil institutionnel, le point fort de l'organisation, d'un réseau, afin qu'ils puissent augmenter leur plaidoyer, leur capacité de plaidoyer. Alors, nous allons parler de ces stratégies en profondeur aujourd'hui et dans le prochain atelier. Je voulais juste ouvrir cette session montrant les possibilités des actions de plaidoyer et de la stratégie. Maintenant, considérant le fait que nous avons discuté un peu des différentes possibilités des activités de plaidoyer, j'aimerais que nous puissions répondre à ces multimètres. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez sur le lien ici. Je vais placer ces liens dans le chat avec le code QR. Et la question ici est de savoir quel type d'activité de plaidoyer cette organisation s'engage le plus fréquemment. En d'autres termes, parmi ces activités que j'ai partagées avec vous, quelles sont les activités auxquelles vous êtes familiers? Alors, en termes de collaboration ici, si vous pouvez partager votre perception de ce qui est beaucoup plus familier à vous dans ces multimètres, essayons de voir. Alors, 50%, beaucoup d'entre vous sont habitués à des échanges ou des engagements directs. Donc, c'est dans le cadre des plaidoyers en rapport avec le non, donc, immédiate, 70% de communication et l'activation des médias sociaux. Quelques-uns parmi vous. Désolé, je crois qu'il y a un souci de connexion de la part de l'intervenante actuelle. Il y a un silence. Je crois qu'on l'a perdu encore parce que sa qualité de son aussi était pas très bonne du tout. Alors, voyons le résultat final ici. Pendant qu'on attend ce qu'elle rentre, oui, ça paraît être une bonne idée. Voyons un peu, quand elle revient, ça paraît être une très bonne idée. Alors, il n'y a pas d'activistes dans la salle. Voyons s'il y a d'autres activités. Voyons un peu s'il peut y avoir de contributions. Peut-être quelqu'un d'autre peut participer, partager son expérience. Ça va être aussi quelque chose de bien. Vous pouvez le faire en ouvrant votre micro.
Dois-je dire que je suis dans un projet juste par nom, influencer les communautés sur la facilitation au changement climatique, ce qu'on a fait au Mozambique, ici dans la province des Anglaises, c'est de parler aux personnes d'une manière qui leur permette à voir le changement climatique et voir quand nous sortons, nous allons dans la communauté, dans les rues, et nous commençons le dialogue avec les gens, demandant aux gens qu'est-ce qu'ils voient et qu'est-ce qui sera différent. Alors, cette expérience que je vois avec mon organisation, mon association aussi, enseigne les gens sur la manière à planter les arbres. Et nous voyons aussi le manque de connaissances de la part des personnes quand nous parlons aux personnes. Ils disent non, cette personne est ici juste en train de dire rien du tout. C'est peut-être une manque de perception au niveau communautaire. Et nous avons des cas là, mais nous avons des interactions avec les gens, mais nous devons dire au gouvernement donc que nous utilisons ces instruments pour parler aux populations, le gouvernement local, mais avec ces informations, nous leur disons d'où nous venons. C'est aussi un défi en fin de compte. Particulièrement dans la communauté dans laquelle nous sommes au Mozambique. Merci Flavio. Avez-vous un quelconque plan? Nous avons aussi quelques commentaires dans le chat. Alors, il a dit qu'on lui donne quelques secondes pour qu'il puisse essayer de se reconnecter encore. Like, you had to spoke almost once, taken of course by the because the for Je crois que nous voyons la main levée de Saadi. Saadi, allez-y. Je suis de l'organisation appelée Penaboulou. Je travaille pour GAFCA, donc un projet climatique en Indonésie. Je suis d'accord avec l'option de l'engagement direct dans le plaidoyer parce que dans le domaine actuel de la démocratie, je crois que cet engagement direct est une stratégie la plus appropriée. Ce que je peux dire en Indonésie, la manifestation politique est beaucoup plus prominent avant la transformation ou l'ère de transformation. Avec l'ouverture de l'accès à la démocratie, qui est réputée être l'option la plus stratégique. Alors, une région en Asie, ici, nous soutenons l'initiative locale afin de protéger la partie côtière de la communauté et nous parlons aux villageois afin de soutenir ces activités pour qu'ils puissent en avoir le soutien et avoir la reconnaissance, particulièrement par rapport au soutien financier. Et c'est par rapport au financement comme l'une des questions clés. Alors, nous devons les éduquer par rapport à la politique publique qui est actuellement au niveau national. Merci.
Merci. Est-ce qu'on peut parler de l'impact du plaidoyer et la représentation en rapport avec les stratégies de plaidoyer, en rapport avec la communication, manifestation, médias sociaux? On parlera de ça dans la session suivante. Je suis de retour. Est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Merci. Alors, nous parlons de quelques stratégies de plaidoyer et j'aimerais aller un peu en profondeur dans l'un d'eux. Ici, c'est une analyse, donc les pour et les contre par rapport aux coalitions de plaidoyer. Les coalitions sont comme une tendance, donc c'est parmi les avocats, mais comme toutes les autres stratégies, ils amènent des avantages et des désavantages. Alors, je vis l'année dernière dans ma carrière, dans le lobby de plaidoyer, beaucoup de personnes exploitaient ces tactiques de coalition. J'aimerais attirer votre attention en disant que la coalition, bien qu'il présente quelques avantages, ça présente aussi des désavantages. Avant d'initier une coalition, c'est important d'analyser les deux. Alors, par rapport aux avantages, donc, la coalition augmente la crédibilité et la légitimité des questions. Une ou deux choses organisations défendant la cause ou une initiative, c'est différent quand vous avez un groupe de 10 ou 15 ou 20 organisations. Donc, ça augmente la légitimité. Désolé, il y a encore des interruptions de la part de l'intervenante. Rejoindre une coalition peut augmenter la capacité de votre voix à retentir dans une région ou dans un pays. Donc, surtout pour ceux qui vivent dans des régions isolées. Alors, la coalition dans le sens de plaidoyer peut être très utile, même pour ceux qui n'ont pas assez de ressources pour un projet. Alors, faire une coalition est toujours bénéfique. Et ça sera bien pour tout le monde de maximiser leurs ressources. Donc, les coalitions peuvent être aussi une question de réputation. Par exemple, si vous avez une bonne réputation, ça ne va directement dans votre... C'est un peu ça le côté négatif. Donc, si vous avez une bonne réputation, cela ne peut pas directement aller, ne pas automatiquement aller dans votre organisation, mais plutôt à la coalition. Vous voyez, les coalitions peuvent aussi augmenter ou stimuler votre capacité à progresser. Donc, vous avez plus de crédibilité et cela augmente les chances d'avoir une capacité réussie de collecte de fonds. Euh, En revanche, les coalitions présentent aussi des défis. C'est ce que j'ai voulu analyser avec vous parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme autour de la coalition parce que des fois, les gens n'analysent pas le côté négatif de coalition. Et l'un des points, ici, je dois dire, c'est très complexe à gérer les coalitions, les systèmes de gouvernance qui peut être vraiment intense et défiant. Alors, vous avez différents acteurs, vous devez considérer différents intérêts, différents styles. Des fois, les coalitions dans différentes régions font différents travaux. C'est vraiment une gouvernance complexe. Vous devez avoir, des fois, vous devez avoir un tiers impliqué dans votre coalition.
Alors, le processus de prise de décision est vraiment faible. C'est naturel que, en fait, est lente. Le processus de prise de décision est lent et la coalition peut aussi restreindre les stratégies. Quand vous parlez des possibilités des actions stratégiques, c'est beaucoup plus compliqué à trouver un dénominateur commun quand vous avez plusieurs personnes impliquées. C'est comme organiser un voyage pour deux ou trois personnes, c'est facile, mais c'est différent si vous organisez un voyage pour 20 personnes, par exemple, ça devient beaucoup plus défiant, donc parce que l'intérêt de tout le monde est impliqué. Les risques de réputation, si vous êtes impliqué avec un grand nombre d'organisations, peut-être dans votre organisation ou dans votre coalition, ça peut avoir une réputation donc qui pourrait vous impacter aussi parce que vous êtes en rapport avec cette organisation. Et c'est quelque chose que vous devez analyser prudemment. Qui sont les membres de la coalition? Est-ce que le risque vaut la peine? C'est important à analyser. Et les coalitions ont aussi des conflits, par exemple la relation humaine, donc peut-être le problème de pouvoir de décision. Il faut aussi partager les responsabilités d'une manière équitable. Donc, j'ai voulu stresser en disant, voici, ce sont là les défis, mais qui aussi, les coalitions présentent des défis et à la fois des avantages. Ça présente et des défis et des avantages au même moment. Et avez-vous des questions jusque-là? On a différents, on a différentes, on a différencié les plaidoyers des lobbies. Maintenant, si vous avez des questions, nous avons 1 ou 2 minutes pour écouter vos questions ou commentaires. J'ai vu le commentaire de Marina, un très bon commentaire. Processus de communication, importance de communication. À moins que vous n'ayez pas une question spécifique, alors nous avons un espace pour les questions. Alors, continuons à la session suivante. Maintenant, nous parlerons des défis et des opportunités. Et j'aimerais rappeler que nous allons adresser ce qui a été dit. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit réaliser un agenda global dans un endroit isolé, alors nous allons adresser ça dans cette session ici. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que nous vivons dans un moment historique. Et pourquoi est-ce que j'appelle ça un moment historique? Quelques-uns parmi vous peut-être sont nés après la création de l'Internet et vous ne saviez pas comment le monde était avant l'Internet, avant la révolution technologique. Disons par exemple ici, la révolution il y a 20 ans, 30 ans, ce qui a eu l'Internet et l'invention des médias sociaux ont affecté les systèmes politiques, particulièrement le régime démocratique, parce qu'ils ont stimulé la participation et l'inclusion. Alors maintenant, ce que nous voyons, c'est beaucoup plus l'inclusion, la représentation des systèmes politiques. Avant l'invention de l'Internet et des médias sociaux, la partie politique et l'activisme ou encore la manifestation politique étaient les moyens principaux pour impacter les politiques publiques. Maintenant, nous avons
plusieurs plateformes, plusieurs chaînes numériques, plusieurs moyens d'impacter les systèmes politiques, particulièrement dans les régimes démocratiques, parce que nous avons différentes plateformes de manière d'impacter les débats. Alors, de nos jours, tout le monde peut devenir un influenceur. Bien sûr, c'est pas facile de devenir un influenceur, mais il y a des outils et des plateformes pour impacter le processus de prise de décision. Et ce n'était pas comme ça dans un passé récent. Les choses étaient très différentes. Et ce à quoi je parle, j'aimerais partager ici une pensée. C'était le Premier ministre qui était quelqu'un d'ordinaire, mais il a dit quelque chose qui n'était pas partiellement vrai en ces temps-là, mais dans le temps passé, c'était une réalité. Il a dit, il y a pas d'opinion publique, il y a que d'opinion publiée. De nos jours, je ne sais pas comment est-ce qu'on va comprendre ça, mais il disait qu'en ces temps-là, dans la société, l'opinion publique n'avait plus de pouvoir, n'est-ce pas? Alors, le pouvoir était tenu par ceux qui avaient le contrôle des canaux de communication. Et il n'y avait pas assez de canaux de communication. Alors, très peu de personnes. Désolé, il y a encore une interruption de la part de l'intervenant. Alors, la révolution numérique a changé et a impacté beaucoup, revenant à ce commentaire, une manière à impacter l'agenda mondial. Si vous êtes dans un endroit isolé, ça utilise l'utilisation des outils numériques. Dans la participation de ce que nous avons maintenant, par exemple, c'est créer un contenu, essayer de faire des partenariats, créer le contenu avec les autres. Alors, les choses ont vraiment changé. Alors, il y a des défis qui changent la révolution numérique. Alors, comme nous le disons, la réalisation sur le plan mondial, c'est beaucoup plus grand. Donc, l'atteinte, la proximité mondiale, maladie, nous voyons cette proximité-là augmenter dans des campagnes de plaidoyer. Et de nos jours, ces outils numériques qui nous permettent de partager les meilleures pratiques, que nous puissions créer des projets ensemble. Et c'est une grande opportunité. Donc, pour aider de grandes organisations ou de grandes coalitions pour stimuler le partage de connaissances et aussi, donc, c'est aussi un cadre, donc une convention de changement climatique. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous impliqués dans ce débat maintenant là. Et ceci ne serait pas possible, n'allait pas être possible 30 ans passés, donc discuter de ce cadre. Pour avec les défis, c'est quelque chose à laquelle nous devons prêter attention. C'est que désolé, il y a encore interruption, vraiment, il y a encore interruption. Donc, cela nous aide à comprendre les questions complexes, l'accessibilité du traité, les questions de diversité. Nous avons des agendas en compétition parce qu'il y a une grande proximité dans la campagne mondiale de plaidoyer, dans un agenda de parties prenantes dans la question des priorités en compétition. C'est difficile d'avoir un consensus. Et le plus grand problème, à mon opinion, c'est le fake news. Alors, chaque source d'information crée beaucoup d'informations, mais ça crée aussi de désinformation.
c'est quelque chose à prendre en considération et aussi tacler le fake news parce qu'il y a des sources pas fiables, des sources d'informations pas fiables. Donc, nous voyons cette grande image de problème mondial en comprenant les opportunités auxquelles nous faisons face. Y a-t-il des commentaires, des questions jusque-là avant que nous puissions commencer la prochaine session? Je ne vois pas vos visages, mais je suis en train de m'arrêter pour me rassurer que vous avez tous entendu. Je ne vois pas de questions. Je ne pense pas que nous en avons. Alors, j'ai une question pour vous. Quand il s'agit des tactiques de plaidoyer, comment cela est pertinent pour le plaidoyer de le changement climatique? Est-ce que vous pouvez élaborer? Alors, laissez-moi revenir à cette diapositive. Alors, je crois que c'est le diapositive que je me référais, c'est que je voulais dire ici que nous avons différents blocs d'activités. Alors, le plaidoyer est très vaste et ça contient différents champs d'activités. Nous allons parler de ceci dans le la prochaine atelier. Nous pouvons parler des possibilités, mais ça, c'est juste un aperçu pour que vous puissiez réaliser que le plaidoyer est vaste. Ça va de l'engagement direct à la communication, au renforcement des capacités. Cette coalition, c'est l'initiative de renforcement des capacités pour les manifestations politiques. Maintenant, nous allons parler de toutes ces tactiques. Nous allons enfin faire cela dans le prochain atelier. Je vais juste ouvrir la discussion pour vous démontrer combien large le plaidoyer peut être. Alors, pour aller en profondeur, je recommande donc, que vous puissiez participer à l'atelier des opportunités parce que le prochain atelier, nous allons vous démontrer un modèle où vous pouvez décrire les activités ou le plan de plaidoyer, les activités pour lesquelles vous devez plaider à la COP. Et vous pouvez choisir de ces activités, qu'est-ce qui seront mieux dans votre participation de COP. Quand il s'agit des opportunités, dans cette session, nous pouvons bien sûr en parler et analyser quelles sont ces activités qui peuvent mieux marcher dans ce scénario. Alors, je recommande que vous puissiez faire partie du prochain atelier où nous allons entrer en détail de ces tactiques pour que nous puissions vous donner un modèle pour bâtir votre plan de plaidoyer. Ça, c'est juste Snap pour vous montrer les possibilités avec le plaidoyer. Est-ce que vous avez des questions? Et non, merci beaucoup, c'est clair pour moi. Alors, si je peux ajouter juste un petit commentaire, ça c'est juste la clarification, la classification, la catégorisation des choses. Il y aura bien sûr des choses qui seront en chevauchement, mais moi ici c'est juste pour démontrer la complexité des activités de plaidoyer. Bien sûr, ils sont intégrés et c'est en fait ce que nous voulons clarifier dans ces ateliers ou dans cet atelier particulier. Merci, Gustave.
Alors, je crois que nous pouvons avancer. Je ne vois pas d'autres questions. Nous pouvons avancer. Nous aurons d'autres opportunités d'interaction. Alors, maintenant, nous allons commencer à parler de négocier le changement. Ici, dans cette session, nous allons parler un peu des techniques de négociation parce que le plaidoyer a toujours à faire avec les négociations. Quand vous négociez les changements ou changez des questions sur les politiques publiques, alors nous, en tant qu'avocats, nous voulons promouvoir les changements. Il y a toujours des négociations sur la table. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est la raison pour laquelle nous appelons cette session l'art du plaidoyer. Ce que j'aimerais renforcer ici est que le plaidoyer a deux composantes. La composante qui est l'art et l'autre c'est la science. Et peut-être que vous pouvez penser, de quoi parle-t-elle? Qu'est-ce que l'art a à faire avec le plaidoyer? Et peut-être vous n'êtes pas en train de le suivre, mais ce que j'appelle art, c'est la subjectivité, la partie subjectivité du plaidoyer. Alors, pour devenir un avocat efficace, des fois, nous devons être créatifs, innovants et même utiliser notre intuition pour tacler les politiques publiques. L'environnement de politique publique peut être très difficile à échanger rapidement, alors il demande beaucoup d'adaptation, de créativité. Alors, j'aimerais attirer votre attention que nous, en tant qu'avocats, nous euh, devons avoir des compétences euh, des négociations pour dire que le plaidoyer a une composante importante en relation avec les relations humaines. Alors, l'autre composante qu'on appelle la science, qui est aussi en relation avec la partie planification et les stratégies ou mettre en place des stratégies. Alors, le plaidoyer a cette composante de l'art, comme c'était dit, ça peut être ça peut être très subjectif. Et avant que nous puissions avancer, j'aimerais demander une fois de plus votre collaboration dans ce baromètre. Et la question s'est basée sur ce que nous avons discuté jusque-là. Quelles sont les idées ou les mots-clés vous viennent à l'esprit quand vous pensez au plaidoyer? Alors, s'il vous plaît, utilisez le code QR ou le lien pour interagir un peu sur ceci. J'aimerais peut-être avoir une prise d'écran pour voir le plaidoyer que vous pensez jusque-là. Je vais vous donner 30 secondes pour réfléchir. Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit quand vous pensez de plaidoyer? Et partagez avec nous sur le baromètre. Voyons si nous avons des réponses et voyons si vous pouvez former une mosaïque des idées. Et il y en a qui pensent des plaidoyers comme étant influencés et gagner les esprits, l'engagement, être intentionnel. Il y en a qui pensent que c'est de l'art, hein, l'influence, l'action collective. Il y en a qui pensent que c'est une coalition, un lobbying. Très intéressant. Alors, vous pouvez voir qu'il y a différentes perspectives quand il s'agit du plaidoyer. Nous allons partager tout ceci dans la présentation. Alors, merci beaucoup il parle de la conformité. Oui, la conformité, c'est un point très important quand on parle de plaidoyer. Nous allons en parler dans quelques minutes. Et merci beaucoup d'avoir partagé vos impressions et ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au plaidoyer. Merci Gustavo d'avoir partagé. Alors, retournons à la présentation. Alors, à mon avis, quand je pense du plaidoyer, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est influence. Le plaidoyer, c'est l'art d'influencer les gens, leurs idées, changer les idées, changer les statu quo
À mon expérience, ça a à faire, les plaidoyers à faire avec l'influence et cette capacité d'influencer les gens, les débats, les changements de politique, ceci est composé par plusieurs compétences, ce que j'appelle ou je considère comme les compétences faibles. Alors, les capacités, c'est à faire avec bâtir les confiances, le débat, créer des relations, des narratives, créer des affinités euh, quand nous sommes dans une conversation avec plusieurs personnes, vous avez trop peu de temps, vous devez créer cet enchantement pour avoir des présentations, l'engagement, la persuasion, le dialogue, les négociations. Alors, pour moi, la capacité d'influencer a à faire avec les négociations. C'est la raison pour laquelle cette session, on l'appelle l'art de la négociation. Et il y a l'art de la négociation qui se passe. Alors, j'ai une question pour vous. Quand vous commencez une négociation, comment est-ce qu'une bonne négociation commence? Quel est l'historique qui crée une bonne négociation ou un début de négociation? Alors, ceci est basé sur des choses que j'ai étudiées, mais beaucoup plus ce que nous avons vécu dans nos carrières professionnelles, dans les négociations pratiques. Et nous croyons bien sûr qu'une bonne négociation commence avec la curiosité avec une ouverture d'esprit. Vous devez être curieux de comprendre la personne avec laquelle vous parlez et comprendre bien sûr que ça, c'est une négociation gagnant-gagnant. Je veux gagner quelque chose, j'ai besoin de quelque chose de cette négociation, mais l'autre personne aussi en a besoin. Alors, se souvenir, se rappeler de ceci est très important. C'est pourquoi nous appelons ceci des négociations bilatérales. Souvenez-vous que chaque négociation a au moins deux côtés au plus. Alors, ça, c'est important. Les négociateurs efficaces reconnaissent les émotions positives, augmentent les capacités de trouver les solutions et améliorer la collaboration. Alors, souvenez-vous que les émotions positives vont augmenter vos chances à trouver des solutions pour avoir cette relation gagnant-gagnant. Vous devez être ouvert pour créer une historique positive pour commencer la conversation. Alors, une question très importante quand vous commencez une négociation ou une conversation de plaidoyer, une question importante qui doit être posée et qui peut beaucoup vous aider. C'est qu'est-ce qui est important pour l'autre? Je répète, cette question est très importante. Avoir à l'esprit cette question, qu'est-ce qui est important pour l'autre? Alors, ça pour rappel que les conversations de plaidoyer sont des négociations. Les négociations bilatérales, ce sont des négociations où nous nous souvenons que nous avons besoin de quelque chose, mais l'autre partie aussi a besoin de quelque chose et nous aimerions que ce soit une conversation gagnant-gagnant. Euh, ça peut être difficile à assimiler, mais il est important ici de dire que même si vous négociez avec un survivant de l'humanité, qui est votre cas, par exemple, quand vous êtes dans des discussions de changement climatique, considérez que la personne avec qui vous négociez peut avoir d'autres priorités que vous. Et ça peut être très décevant, mais je crois qu'il est important de vous souvenir que les gens ont des différentes priorités, perspectives. Même, peut-être qu'il peut y avoir les mêmes priorités que vous, qui est de combattre le changement climatique, mais ils pourraient peut-être avoir différents points de vue. Ils peuvent peut-être considérer la question différemment que vous. Mais et avoir ceci à l'esprit peut ouvrir la conversation pour vous dire, vous amener à découvrir ce qui est important pour l'autre. Et nous allons en parler dans la prochaine session quand nous parlerons des cartographies des parties prenantes. Alors, nous voulons nous rassurer que nous avons des négociations gagnant-gagnant et des conversations gagnant-gagnant et nous allons en parler dans le prochain atelier. Mais j'aimerais juste vous rappeler ici que c'est important quand vous parlez des négociations. Si vous savez ce qui est important de l'autre personne dans cette négociation que vous avez, vous pouvez analyser si vous êtes en mesure d'offrir ce qui est important de l'autre. Et si vous offrez ce dont ils ont besoin,
et vous aurez beaucoup plus de chances à savoir ce que vous voulez de ces négociations. Ça peut être fondamental, mais des fois, nous oublions ceci quand nous commençons dans nos négociations. Alors, une chose importante concernant cette négociation bilatérale est que ces discussions, ces négociations doivent être au centre et doivent se passer dans un cadre juridique. Et si vous êtes dans une discussion qui ne s'aligne pas avec vos principes de base ou le code de conduite de votre organisation, ou bien peut-être vous voulez juste participer dans des négociations qui se passent dans le cadre juridique et qui s'alignent avec le code de conduite de votre organisation. Alors, si vous ne pouvez pas ajuster cette conversation avec des négociations à ce moment-là, je vous demanderai de ne pas le faire. Alors, parlons des intérêts des uns. Et c'est très important de savoir exactement ce qui est important pour l'autre. J'aimerais ici souligner le fait que les intérêts des gens peuvent varier. Nous allons en parler dans le prochain atelier quand nous parlons de la catégorisation des parties prenantes, de la cartographie. Et peut-être pour commencer à en parler un peu, les gens ont beaucoup d'intérêts, de variétés d'intérêts. Il y en a qui ont besoin de la visibilité. Alors, quand vous négociez ou vous discutez avec les politiciens, ils dépendent ils ont peut-être dans des positions de connaissance, la visibilité pour eux importe, alors ils en ont besoin. Peut-être poster une image, une photo, faire un article avec de la réunion des personnes, peut-être que ça pourrait être une bonne chose pour leur visibilité. Accéder aux informations pour les gens, il y a aussi pour d'autres personnes, l'accès à l'information est pertinent si vous offrez l'accès à l'information des recherches que vous avez je crois que ça peut ouvrir leur intérêt et les aider à être beaucoup plus engagés dans ce que vous avez à dire. L'accès au réseau est aussi important. Des fois, pour quelques personnes, si vous amenez à vous impliquer quelqu'un de conversation de réseau, ça peut apporter une valeur dans la conversation et amener la personne à être intéressée, à s'engager à vous dans vos initiatives de plaidoyer. Autres personnes, leur engagement émotionnel est très pertinent. Alors, pour les personnes qui ont tendance à considérer l'engagement émotionnel des hommes, il est important, il est très utile si vous pouvez amener un exemple d'une personne que vous avez rencontrée, peut-être vous mentionnez le nom, vous racontez son histoire. Ceci crée cette connexion humaine. Pour quelques personnes, c'est très pertinent et important. Ceci attire l'attention de l'autre personne. Alors, pour les autres, le soutien technique, ça peut être très pertinent, quelque chose peut-être dont ils ont besoin. Et peut-être les gens veulent toutes ces choses. Je ne dis pas que vous devez offrir tout ou vous êtes en mesure d'offrir tout. Mais quand vous étudiez vos parties prenantes, il est important pour la confiance de savoir exactement qu'est-ce qui est important pour eux. Est-ce que je peux offrir ce qu'ils ont besoin ou pas? Et si pas, est-ce qu'il y a-t-il des alternatives? Mais je crois que ça, c'est une composante, bien sûr, qui peut créer des négociations réussies. Alors, je vais m'arrêter pour quelques minutes ici pour vérifier si vous avez des questions concernant ces astuces de négociation et des techniques sur l'aspect subjectif de plaidoyer en relation avec les comportements humains, les connexions, la nature humaine et les relations. Je vais probablement vous donner quelques minutes pour y réfléchir au cas où vous avez des questions. Je vois ici quelqu'un qui, les lignes rouges de négociation qui sont importantes. Je suis très d'accord. C'est quelque chose que nous devons toujours faire, garder à l'esprit. Avoir des dialogues sur les négociations est toujours important. Alors, je crois que c'est dès qu'on nous prend dans cette session, c'est comment créer cette historique dans les dialogues. Parce que des fois, quand vous êtes en train d'étudier vos parties prenantes, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup d'intérêt à quelques points. Alors, vous pouvez commencer la conversation avec cette question qui est importante pour l'autre. Cela peut créer ce rapport, cette connexion et l'émotion positive qui, bien sûr, augmente les chances de réussite des négociations. Alors, c'est au fait, c'est que nous avons
nous voulons attirer votre attention dans cette session. Les amis, l'accès, nous devons déjà dans le plaidoyer pour essayer de relever la division ou relever les écarts qui existent, des défis bien sûr que les gens doivent faire face. Merci beaucoup d'avoir inclus ce commentaire. Ça peut être un peu défiant. Vous savez que c'est... merci beaucoup pour ce sujet. Y a-t-il quelqu'un d'autre? La diplomatie climatique, c'est aussi important. C'est quelque chose dans lequel nous allons aller en profondeur dans la prochaine session pour comprendre comment est-ce que nous voulons quelqu'un et comme allié. Nous allons beaucoup parler de cela dans le prochain atelier. Est-ce que nous pouvons avancer ou avons-nous des questions, des commentaires à répondre? Je crois que nous pouvons continuer. Alors, maintenant, nous allons commencer la partie finale de cet atelier où nous parlons des lignes directrices pratiques. Nous sommes en fait en train de parler de la boîte à outils, les lignes directrices, comment vous pouvez planifier vos projets de plaidoyer, votre action. C'est ce que nous appelons la partie science de plaidoyer. Ça a à faire avec la planification, faire des stratégies. Nous allons maintenant commencer cette session. Alors, il est important de savoir que l'organisation doit avoir une très bonne stratégie parce qu'il est très difficile d'impacter les changements de politique. Ce n'est pas des étapes simples. Alors, nous allons avoir des stratégies très bien planifiées. Alors, il est important de planifier en avance. Quand nous savons que nous avons un défi devant nous, nous devons planifier en avance parce que c'est important. Alors, j'aimerais ouvrir ceci avec quelques questions. Pourquoi pensez-vous qu'il est important de bien planifier ou pourquoi il est essentiel ou pourquoi est-ce que la planification est essentielle de rendre les actions euh, euh, des plaidoyers efficaces? J'aimerais souligner ici planifier en avance vous aide, votre organisation à aligner les objectifs à court, au moyen et à long terme. Et la plupart d'entre vous, vous avez participé dans des ateliers de planification stratégique et vous avez observé combien difficile il est de mettre en place dans la planification avec toutes les organisations, les objectifs, les ressources et tout organisé dans un échéancier de planification. Alors, si vous impliquez vos objectifs de plaidoyer dans votre plan stratégique, ça peut vous aider à aligner cette vision à court, moyen et long terme, que ce soit dans le domaine de plaidoyer pour l'organisation. Alors, il est important de créer cette vision, des visions pour que tout le monde dans l'organisation puisse comprendre où vous allez et où est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez réaliser en termes de plaidoyer. Alors, planifier en avance vous aide aussi à former et faire des réunions avec les membres de la coalition ou de l'organisation. Quand je parle de former, ça a à faire avec les messages. Le prochain atelier, nous allons adresser la composante de communication des actions de plaidoyer. Alors, quand vous formez les gens, vous devez créer des messages, développer des messages clés euh, des actions. Je crois que nous allons aller en profondeur dans le prochain. Mais nous aurons le temps, vous devez avoir le temps de former pour se rassurer que tout le monde est en train de faire passer les mêmes messages. Nous avons besoin de temps parce que des fois, nous avons euh, beaucoup de membres, alors il n'est pas toujours facile de former tout le monde. Alors nous devons créer le temps pour se faire cela en avance. Nous planifions aussi en avance pour allouer les ressources existantes et nous savons bien sûr que des fois, il y a des défis dans l'allocation des ressources dans les organisations et les coalitions. Alors, si vous planifiez en avance
il y a beaucoup de chances que vous puissiez avoir beaucoup plus de réussite des résultats de vos activités de plaidoyer. Et bien sûr, quand vous planifiez en avance, vous identifiez les risques et vous êtes en mesure de minimiser les risques et maximiser les opportunités. Et nous allons adresser ceci la semaine prochaine quand nous allons parler des plans d'atténuation. Et chaque plan de plaidoyer peut impliquer des risques, que ce soit des grands, des petits risques. Mais vous préparer en avance pourrait vous aider à minimiser les risques en créant des plans de sortie euh, pour gérer les crises s'il le faut. Alors, évidemment, planifier en avance vous aide à avoir le temps pour comprendre comment naviguer les dynamiques complexes des politiques publiques et nous allons en parler euh, un peu aujourd'hui. Alors, l'arène de la politique publique est un peu complexe. Alors, planifier en avance, vous avez beaucoup besoin de temps, d'étudier, de comprendre les paysages, les parties prenantes avec lesquelles vous allez vous engager et le temps de planifier sont importants pour se préparer une fois, bien sûr, que pour vous permettre de rencontrer des dynamiques de parties prenantes. Quand vous vous engagez dans ces dynamiques, ben, vous êtes bien préparé. Je ne peux pas souligner beaucoup plus comment je considère que la planification est très importante. Et j'ai fait ceci parce que dans ma carrière, travailler avec les plaidoyers des différentes organisations et projets, j'ai tendance à voir des organisations qui évitent faire des plans de plaidoyer et ils disent qu'à cause du fait que le système politique change beaucoup, oui, je sais que ça change beaucoup et rapidement, mais même si ça change, il est toujours important d'avoir au moins les plans, la planification de base en place, parce que changer les politiques publiques et adresser les changements ne sont pas nécessairement très simples. Alors, nous avons besoin d'une certaine préparation. Alors, pour commencer à se préparer, vous aurez développé votre plan de plaidoyer pour la COP 29 et 30. Nous vous présentons ici avec 7 étapes, un guide de pratique sur le plaidoyer. Ça, ce sont des étapes fondamentales pour avoir un plan puissant de plaidoyer en place. Aujourd'hui, nous allons parler du premier et deuxième étape, qui est choisir les priorités et mettre en place des objectifs pour comprendre les prises de décision. Et la semaine prochaine, nous allons adresser les restes des 5 étapes sur de cette guide pratique qui inclut identifier les parties prenantes, créer une narrative, définir les activités et l'échéancier ou les calendriers, gérer les risques et faire le suivi et évaluation. Maintenant, j'aimerais commencer avec la première étape où nous parlons de choisir les priorités et établir les objectifs. Pour moi, ça, c'est la partie la plus importante de ces guides pour créer un plan de plaidoyer. Et c'est ici que vous définissez le problème que vous voulez résoudre ou impacter et comment les organisations veulent impacter ces questions. Alors, pour il y a des organisations, ils ont une clarté, les problèmes, bien sûr, qu'ils veulent résoudre est très clair pour d'autres organisations. Et ça, ce n'est pas très clair. Analyzing the problem and making sure you find the angle that you want to achieve, or analyzing your organization's mission and seeing which problem you want to solve. And when you do this discussion, it's very important to bear in mind that to execute an effective advocacy strategy, your organization must focus on one. Nous avons tendance à croire que nous sommes capables d'adresser tous les défis au même moment et nous perdons un accent stratégique en faisant cela. C'est mieux de commencer avec un accent général, rappelez-vous. Donc, la politique impactante, c'est un moyen de changer. Peut-être nous allons avoir besoin d'impacter plusieurs politiques sur la manière à provoquer le changement dans le changement positif que nous voulons.
Tacler les politiques et ces défis, vous devez baisser les défis, par exemple en 2005, maintenant en 2025-26, vous voulez adresser la politique en 2027, la politique et ainsi de suite. Essayez de briser un peu ces défis un tout petit peu pour qu'il y ait plus de contrôle et vous allez planifier d'une manière beaucoup plus efficace. Et pour prioriser, vous devez faire une analyse des ressources disponibles. C'est très important d'être là, vous et votre collègue et membre de vos coalitions, d'avoir une conversation honnête et réaliste sur les ressources disponibles. Donc, les ressources des gens et les ressources financières, quand vous cartographiez les ressources que vous avez, vous pouvez maintenant être capable de prioriser et dire quelle question, quelle politique vous voulez tacler. Et quelque chose que j'aimerais signaler ici, souligner, ce qui est important, c'est éliminer. Beaucoup de personnes ont des difficultés dans l'élimination des défis et dire non à quelques opportunités ou projets. Ils se sentent mauvais à dire non au projet pour un partenariat. Et j'aimerais dire qu'éliminer, c'est une partie très importante de votre planification et le choix de priorité. C'est pour ces étapes, parce que quand vous n'êtes pas capable d'éliminer, vous pourriez élargir les ressources de votre organisation, vous ne serez pas capable d'adresser l'impact que vous voulez. Alors, n'ayez pas peur, disons, d'éliminer ou de dire non à quelques projets ou quelques initiatives, parce que ça va vous aider à être beaucoup plus efficace sur les questions ou les objectifs identifiés que vous y choisissez pour tacler. Alors, une fois que vous avez sélectionné la chose que vous voulez tacler, ou encore soutenir, par exemple, c'est une politique, vous devez analyser les politiques impliquées et les ressources disponibles que vous avez, et vous êtes capable d'identifier votre objectif de plaidoyer. Les objectifs efficaces sont mesurables. Les objectifs de plaidoyer doivent être mesurables aussi. Rappelez-vous, quand vous rédigez vos objectifs de plaidoyer, ça doit être mesurable. Et si vous voulez être beaucoup plus, avoir d'objectifs beaucoup plus efficaces, vous pouvez parcourir ce cadre de SMART. Donc, et je crois que les gens entendaient parler de SMART, c'est s'assurer que vos objectifs sont spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et avec des temps bien définis. Pour faire ça, vous devez décrire pourquoi vous rédigez, vous élaborez vos objectifs avec vos collègues, vos coalitions. C'est pour s'assurer que les objectifs sont spécifiques. Vous devez savoir qu'est-ce que voulez-vous accomplir. Assurer que l'objectif est mesurable. Comment saurais-je que l'objectif est atteint? Réalisable. Comment est-ce que l'objectif peut être accompli? Y a-t-il un salaire réaliste? Dans un temps, quand est-ce que je peux accomplir cet objectif? Alors, avec cette question, je devais avoir un objectif, disons, un but objectif, allez-je dire, objectif. Et la deuxième étape sur ce guide, c'est comprendre votre arène de prise de décision, l'environnement politique dans lequel vous participez, dans lequel vous travaillez. Et ça, c'est ce qu'on a fait dans les deux ateliers qu'on a commencé avec le UNF triple C. Nous avions étudié ça, l'événement de la COP, l'arrêt de la COP. C'est ce qu'on a fait dans l'atelier précédent. Si vous n'aviez pas visualisé l'atelier précédent, en tout cas, passez du temps, vous comprendrez la prise de décision, le processus de prise de décision. Désolé, il y a interruption encore de la part de Marine Alves. On a perdu Marine une fois de plus. Attendons une seconde.
Si vous avez une question quelconque, mettez ça dans le chat ou levez votre main. Puis-je poser une question, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Merci. Ce cadre que vous avez affiché, la diapositive là, ça a un spectre de personnes, influenceurs, décideurs, de rôles, l'espace disponible, instruments. Tout cela, ça va, mais bon. Donc, pour la structure des Nations Unies, donc il y a justice pour tout est structurel là. J'ai dit ça pour les Nations Unies. Il y a le flux structurel. Alors, cet espace de prise de décision où on montre le spectre de toutes les dynamiques qui vont avec le flux structurel inhérent dans ces espaces. Est-ce que c'est toujours possible? Parce qu'on dit toujours que vous devez continuer à espérer, soyez positif, ne soyez jamais négatif, ne soyez pas désillusionné, c'est bon. Mais s'il y a des obstacles structurels, il n'y a pas assez à faire, n'est-ce pas? Ou encore trouver des influenceurs qui peuvent aller aux décideurs avec la pression venant de la base au travers de notre stratégie de plaidoyer. Merci. Ce sont là de très bonnes questions. James, merci. Marina, on parlait des inégalités structurelles dans le système des Nations Unies, particulièrement sur le UNFCCC. Il a été mentionné dans les diapositives ici, le processus de prise de décision, tout ce qui va avec, même si nous sommes au courant du scénario, nous devons demeurer positifs. Et c'est dans les UNC, même si ce sont des défis vraiment difficiles, nous voyons ce qu'on peut faire. Merci, James. Soit je vais défendre au niveau international ou national, nous sommes toujours confrontés avec ces inéquités, donc la pouvoir aux décideurs. Beaucoup se fait dans différentes régions, dans plus ou moins quelques impacts. Alors, planifier, c'est un moyen de surmonter les barrières. Je ne dis pas que n'accède pas ou encore on ne peut pas surmonter complètement. Ce que je dis, c'est que le partage des meilleures pratiques et outils, des outils qui vont nous aider à surmonter à ça, mais ce n'est pas toujours possible. Dans le prochain atelier, quand nous allons donner le modèle, c'est comme un moyen de minimiser l'impact de ces inégalités, mais nous ne pouvons pas dire malheureusement ils disparaissent. Les défis seront là toujours. Nous essayons de vous fournir avec les meilleurs outils possibles en travaillant dans ces domaines, en apprenant les meilleures pratiques. Ce sont là les meilleurs disponibles, les meilleures ressources disponibles que nous avons parce que malheureusement, ces ces équités sont grandes. Ces inéquités sont grandes, allais-je dire par rapport à différentes questions. Alors, quand nous parlons de ça, dans les prochaines ateliers, nous aurons la conférence d'atténuation, par exemple. Ces inégalités, allais-je dire, sont grandes. Et comment est-ce qu'on peut planifier à gérer les crises et à surmonter ces barrières? Parce que ça se fait à tout moment où nous faisons face à ces défis, barrières, et nous parlons de la manière à mitiger ces risques et les plus potentiels auxquels nous faisons face, la manière dont nous disons, nos campagnes, nos projets de campagne se font, parce qu'il y a plusieurs barrières et elles existent. Ce que nous essayons de faire,
c'est en faisant le plaidoyer, en étant présent dans le débat, c'est ce que nous commençons au moins à neutraliser quelques-unes de ces barrières et espérons que dans le futur, dans l'avenir, que nous ayons moins de pactes. Merci beaucoup, cela a été très utile. Merci pour le commentaire. Je veux conclure ici quand la présentation finit et nous irons aux questions. Alors, je parlais. Est-ce que vous avez suivi quand je parlais de cette diapositive sur la compréhension du processus de la prise de décision? Il y a des étapes sur les étapes de plaidoyer et aussi de la prise de décision. La règle de politique change souvent. C'est pourquoi nous devons passer du temps dans notre stratégie de planification, stratégie de replanification. Nous avons eu des ateliers avec Marina Stevis pour comprendre l'environnement des politiques et la prise de décision, l'accord de Paris, comment naviguer l'événement de la COP. Si vous n'avez pas encore visualisé la télé, passez un peu de temps avec ça pour comprendre la dynamique de prise de décision sur les COP. Et donc, c'est de ça que nous parlons. Et le fait que il y a la COP 29 et la COP 30 pour vous donner quelques exemples de ce que nous devons voir, faire de comprendre le processus. Vous voulez faire une investigation sur l'étude, euh, pour trouver les décideurs, essayez de comprendre qui sont les influenceurs de prise de décision. Et cela n'est pas simple. Donc, essayez à échanger avec les personnes qui posent des questions, les profils sociaux, par exemple sur les médias sociaux. Mais je suis d'accord que c'est pas facile des fois, c'est pas aussi clair et transparent. Essayez de cartographier, voir si le processus de prise de décision où il y a des sessions plénières et s'ils sont formels et transparents ou informels, et vous devez consulter les gens, parler aux gens, comprendre comment cela marche, comprendre le processus, s'il y a des consultations publiques, si cela a des dates limites, les étapes, quelles en sont les étapes, si cela a des audiences publiques, si la société civile peut participer à ces débats. Alors, ce sont là les choses que vous pouvez cartographier pour identifier les opportunités potentielles. Et vous devez discuter. Il y a beaucoup euh, à voir dans la télé précédente, mais ce sont là les deux étapes initiales sur les activités de plaidoyer. Alors, avant de s'ouvrir à une question, j'aimerais dire que nous voulons avoir du travail pour le projet atelier qui est de prioriser votre participation à la COP 29 et 30. Rappelez-vous, les objectifs doivent être mesurables. Je vais donner quelques exemples de ce que, disons, d'exemples de ce à quoi ressemblent les objectifs mesurables. Je vais présenter le papier position de mon organisation sur X, Y, Z pour au moins 5 parties prenantes d'ici la fin de la COP 29. Trouver 70% des coûts de l'organisation, disons, du projet de mon organisation d'ici la fin de la COP 29. Alors, pourquoi est-ce que je vous demande de choisir seulement un ou deux rôles? Parce que c'est important de prioriser. Comme je l'ai dit, c'est le modèle de plan de plaidoyer pour le prochain atelier. Alors, si vous avez un ou deux, ça va être facile de les appliquer au modèle
et vous pouvez commencer à prendre et à planifier un agenda de plaidoyer et aussi parce que c'est super important à prioriser, comme on l'a dit avant, parce que nous ne pouvons pas prendre plusieurs politiques au même moment parce que nous avons des ressources limitées. Alors, c'est le travail ou encore le devoir pour le prochain atelier. Donc, pour la prochaine session de mardi, donc pour la participation à la COP 29 et la COP 30, rappelez-vous que ça doit être mesurable. Maintenant, nous avons la COVID, donc le contenu entier de la session ici. J'aimerais donner un espace pour vos commentaires, questions. Je vois des mains levées. Merci beaucoup, Marine, d'avoir partagé. Suis-je audible? Très bien. Je crois que nous tous ici, nous avons trouvé vraiment utile ce que nous devons partager. Je crois que pour continuer avec la question de James, c'est très intéressant et aussi clair. Vous avez mentionné le partage de meilleures pratiques ou encore des ressources. Je pense que dès le début, vous avez aussi mentionné et expliqué le plaidoyer sciences et arts. Je crois que c'est très intéressant et bien sûr le côté pratique qui est utile, mais ma question est de savoir, je suis curieux, donc c'est par rapport aux informations parce que vous pouvez partager sur la stratégie efficace des plaidoyers. Comment est-ce que vous déterminez les priorités clés avec les parties prenantes? C'est une chose importante. Je vais donner un exemple pour une question claire. Par exemple, quand nous voulons faire le plaidoyer des sujets spécifiques, même quand nous parlons des pays, donc les pays de l'Orient et de l'Occident, nous avons différents contextes, différentes phases, différentes étapes, différentes priorités. Comment naviguez-vous avec dans toutes ces différences, avec l'impact que les plaidoyers, les décisions et les priorités? Merci, c'était ça ma question. Notre compréhension sur les priorités des parties prenantes impacteront la négociation des plaidoyers. C'était ça la question, mais beaucoup plus sur les différents contextes et phases et étapes entre pays, euh, 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 historique, contexte, culture. J'aimerais savoir vos perspectives sur ça. La première des choses que j'aimerais mentionner, c'est que nous parlons ici d'un plan. Des fois, les choses ne se passent pas comme on l'a planifié. C'est pourquoi j'ai dit nous avons là et le côté de plaidoyer. Et j'ai passé un peu de temps à parler de l'importance de savoir ce qui est différent pour les autres personnes, parce que quand nous sommes dans les négociations, dans les engagements, les échanges de plaidoyer, on attend quelque chose de nos interlocuteurs, on s'attend à quelque chose de nos interlocuteurs, n'est-ce pas? Il faut aussi organiser une audience publique. S'il faut que les personnes adressent des questions spécifiques dans leur discours ou dans leur présentation. Beaucoup de priorités sont une compétition. Beaucoup de défenseurs présentent leur agenda, leurs priorités. Alors, quand vous comprenez les perspectives des autres personnes, leurs besoins, vous êtes ainsi capable de créer une connexion. Vous commencez à cimenter une relation avec cette personne. Vous devenez beaucoup plus pertinent à votre partie prenante. Vous connaissez ce qui est important et vous commencez ainsi à créer une relation, un dialogue et votre engagement est beaucoup plus efficace et il y a des susceptibilités que la résolution à vos besoins soit, la réponse à vos besoins soit évidente. Les excuses.
Si vous rencontrez quelqu'un à la COP, j'espère que vous puissiez suivre cette personne sur les médias sociaux, lire ce qu'il publie, essayer de cartographier dans quel événement cette personne va. Et s'il va dans certains événements, et vous connaissez quelqu'un qui a aussi participé dans cet événement, est-ce que vous avez rencontré cette personne dans cet événement où vous êtes allé, qu'a-t-il dit? Que vous puissiez former dans votre tête une idée de ce qui est important pour cette personne, quelle est l'agenda de cette personne-là. Et si vous pouvez commencer la conversation avec la personne à la COP ou encore quelque part, vous dites, je me rappelle, vous avez parlé d'ici, de cela dans cet événement, et rapidement vous établissez cette connexion-là. Des fois, vous n'avez pas assez de temps pour rencontrer une partie prenante, vous rencontrez une partie prenante et ils regardent leur montre et disent, vous avez 3 minutes, vous devez juste vous adapter, vous passer votre message clair. Vous n'avez pas assez de temps de créer cette connexion-là. Mais quand vous avez le temps disponible, c'est important de créer cette connexion-là parce que ça fait en sorte que votre activité d'échange ou d'engagement soit beaucoup plus productive, productrice. Merci, merci beaucoup. J'apprécie votre réponse. Merci beaucoup pour votre commentaire. Est-ce que les questions sont finies? Y a-t-il des commentaires dans le chat? Quelqu'un a déjà passé sur le texte, comment prioriser les objectifs? On va partager ça. Je crois que c'était ça. Je ne vois pas toutes les questions. Oui, Marine. Je crois que la question de Hansen, vous avez déjà répondu à sa question. Très bien. Je ne sais pas quelle est sa position, à quel niveau est-il, quel est le rôle qu'il joue dans l'organisation en tant qu'individu, je ne le connais pas. Alors, comme vous n'êtes pas en train de couvrir le plaidoyer au niveau de la base, alors, je ne sais pas qui sera impacté par la décision des Nations, peut-être la décision des Nations Unies, même au niveau du processus de la COP ou NFCCC. Si vous devez donner une stratégie sur le plaidoyer concernant la base en soi ou encore au niveau de la COP, peut-être il vient de là, je ne suis pas sûr. Désolé si c'est une intervention moins nécessaire. C'est une très bonne intervention, James. Et si nous parlons de tous les niveaux de la session suivante, quand nous allons parler de la cartographie des parties prenantes, vous devez voir les parties prenantes importantes dans votre ordre de jour quand vous participez à la COP. Alors, quelques-uns parmi eux peuvent être les représentants de l'État, les sénateurs, journalistes, chercheurs. Quand vous les listez, vous pouvez ainsi comprendre dans quel domaine ils travaillent. Si c'est un représentant de l'État et que vous voulez échanger à la COP, pour cette personne, vous devez savoir quelle est sa pensée magique. Dans le prochain atelier, nous parlerons des activités de communication. Vous pourriez peut-être vouloir avoir un échange avec une station radio, une chaîne de télé, quels seront les représentants ou de l'État ou les politiciens qui seront à la COP. Si vous voulez rencontrer quelqu'un qui est de votre pays, vous pouvez organiser dans votre activité de planification, organiser quelques activités, échanger avec cette personne, soit échanger avec la personne directement avant la COP, ou soit une stratégie de la base. Alors, n'allez pas directement vers la personne, mais parlez à la personne. Alors, nous pouvons penser à tous ces niveaux d'activité et nous allons adresser ça un peu. Parler de ça dans le prochain télé. Je ne promets pas que nous irons en détail de ça dans notre prochaine session,
mais vous allez adresser cela aussi dans le prochain atelier. Mais pour répondre à votre question, on peut parler de tous ces niveaux quand nous planifions au plan de plaidoyer de la COP. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou questions. Alors, merci à tout le monde. Je passe la parole à Charlotte pour conclure la session. Merci beaucoup de votre participation à cette session. Bon après-midi. Merci beaucoup, Marine. Il nous revient à vous remercier pour ces présentations vraiment détaillées pour la préparation à notre prochaine session finale. Ça sera la prochaine semaine, le même jour et à la même heure. Vous allez entendre de nous par email. Sinon, nous espérons vous voir encore la semaine prochaine. En tout cas, venez et soyez préparés avec vos objectifs. Si vous avez pensé à la COP29, je crois que ça sera une session très interactive encore. Merci beaucoup de vous être rejoints à nous. Merci beaucoup à nos interprètes et à notre équipe de soutien dans le fond, en arrière-plan. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. C'était très utile. Merci.